Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce jeudi 26 janvier, dernière ligne droite avant le second tour de la primaire de la gauche. Les soutiens vendéens des deux candidats encore en lice, Benoît Hamon et Manuel Valls, intensifient la campagne. Tractage, réunion, nous avons suivi les deux camps à quelques jours du vote prévu ce dimanche. Comment rester dans la course dans un monde toujours plus compétitif? C'est la question que se posent de nombreuses entreprises. À Fontenay-le-Comte, Unipackaging, une société familiale spécialisée dans l'impression sur les emballages, a choisi de miser sur l'innovation et l'investissement. Rencontre avec son dirigeant dans ce journal. Et puis en fin d'édition, dans le cadre de notre série sur les personnalités qui ont marqué l'année 2016, nous reviendrons sur l'histoire de Fabien, ce Vendéen de 31 ans atteint d'une leucémie aiguë qui a ému des milliers de personnes, déclenchant une immense chaîne de solidarité. Un an plus tard, nous sommes allés à sa rencontre pour prendre de ses nouvelles. Ce mercredi soir, c'était donc le dernier débat avant le second tour de la primaire de la gauche. Un débat plutôt cordial entre Benoît Hamon et Manuel Valls, qui ont tout de même pu exprimer leurs divergences sur certains sujets, notamment sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Benoît Hamon souhaitant l'abandon du projet, Manuel Valls, au contraire, y est favorable. Divergence également sur le travail ou encore sur le revenu universel défendu par Benoît Hamon, tandis que Manuel Valls y est opposé. Et ce débat était donc l'ultime face-à-face entre les deux candidats. Dimanche approche à grands pas. Les militants sont mobilisés, y compris ici en Vendée, où les soutiens de Benoît Hamon et Manuel Valls tentent de mettre toutes leurs chances de leur côté. Samuel Grasset a suivi les derniers instants de cette campagne. Reportage. Les soutiens de Manuel Valls poursuivent leur campagne. Les dernières projections donnent l'ancien Premier ministre perdant dimanche. Mais ses partisans restent motivés parce que Manuel Valls est arrivé en tête dimanche dernier dans le département et parce qu'il reste à convaincre les sympathisants de gauche qui n'ont pas été votés. On connaît la déception, la colère de certains, mais le temps est important, le moment est important. Il faut absolument qu'il y ait un candidat socialiste au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et pour ces élus et militants, le mieux placé pour la présidentielle, c'est Manuel Valls. Il est à leurs yeux le socialiste le plus crédible, le plus apte à endosser le costume de chef d'État, face à un Benoît Hamon qu'il juge incohérent. Le manque de cohérence de Benoît Hamon, c'est j'ai validé le pacte de responsabilité et le CICE quand j'étais au gouvernement. Et après, aujourd'hui, il ne respecte pas les choses, puisqu'il a mené la fronde quand il était au Parlement, quand il est redevenu député. Il a tout validé et après il remet tout en cause. Dans l'autre camp, c'est la loi travail qui reste difficile à accepter. Pour les soutiens de Benoît Hamon, cette réforme ne correspond pas aux valeurs de la gauche. La méthode utilisée a également choqué. Quand on veut faire passer une loi avec le 49.3, non, cette loi aurait dû être débattue à l'Assemblée nationale, il aurait dû avoir un vote. Et à partir de là, si la loi avait été acceptée par nos députés, je l'aurais acceptée. Mais on ne peut pas faire une loi si importante en obligeant tout le monde à être derrière. Benoît Hamon est arrivé en tête dimanche dernier sur l'ensemble de la France. Les reports de voix paraissent confortables pour le candidat, mais ses soutiens en Vendée lancent un appel à la mobilisation. C'est jamais sûr un scrutin tant que ce n'est pas fait, mais nous sommes confiants. Et en tout cas, nous, jusqu'au bout, on porte nos convictions avec enthousiasme. Plus il y a de participants, mieux c'est. Manuel Valls, Benoît Hamon, un seul obtiendra dimanche soir l'investiture socialiste à la présidentielle. Il aura pour mission de réunifier un parti aujourd'hui divisé. Et puis toujours au chapitre politique, en bref, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, est annoncé en Vendée le 17 février prochain. Le président de Debout la France animera une réunion publique au Sables d'Olonne. Et l'emploi est l'un des thèmes qui sera abordé au présidentiel. Lors du débat de l'entre-deux-tours, d'ailleurs, les deux candidats sont revenus sur les chiffres du chômage qui, je vous le rappelle, sont en augmentation sur un mois, mais en baisse sur un an. Alors, pour lutter contre le chômage, des initiatives voient le jour un peu partout en France. La Roche-sur-Yon Agglomération, par exemple, vient de lancer le bus de l'emploi. Un bus qui sillonne l'agglomération pour aller à la rencontre des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion. Pour sa première escale,
il s'est arrêté place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Une cinquantaine de personnes s'est présentée avec l'espoir de décrocher un contrat. Car si le taux de chômage est important, certaines offres ne sont pas pourvues. C'est ce que nous explique Solène Lecam, responsable du service emploi-insertion. Sur le territoire de La Roche-sur-Yon agglomération, on est à 8,2% de chômage, ce qui est plutôt bien par rapport au reste du département et au reste de la région et au niveau national. Donc effectivement, on a un taux de chômage qui est plus bas qu'ailleurs, mais pour autant, il reste des offres d'emploi qui sont non pourvues, il reste des secteurs d'activité qui recherchent du public et des candidats. Donc il faut qu'on puisse faire le lien entre l'offre et la demande, et on a toujours du public qui est en demande d'emploi. Il y a effectivement des réseaux, il y a des lieux comme Pôle emploi pour déposer une offre d'emploi, mais il y a aussi besoin pour certains publics, pour certaines personnes, de faire du lien en direct. Rien n'est plus efficace que de rencontrer l'employeur en direct. Donc effectivement, le bus de l'emploi, il est là pour ça. Et pour préserver les emplois et tirer des bénéfices, les entreprises doivent aujourd'hui innover pour rester compétitives. C'est le cas de la société Unipackaging. Installée à Fontenay-le-Comte, cette entreprise spécialisée dans l'impression d'emballages souples a dû innover et investir pour faire la différence face à une concurrence toujours plus importante. Afin de répondre rapidement aux demandes de ses clients, elle s'est dotée de machines plus performantes. Rencontre avec son dirigeant, signé Pierre Dalicieux. Dans cette entreprise, 70 millions de mètres carrés d'emballage sortent chaque année. Une goutte d'eau face aux 50 milliards produits en Europe. Mais cette société familiale se porte bien, notamment grâce à sa proximité d'entreprises d'agroalimentaire, très présente sur le département. La Vendée est effectivement très dynamique en matière d'industrie agroalimentaire. Il y a des très gros players. Historiquement, donc la proximité du site de Fontenay-le-Comte avec des grands players dans l'agroalimentaire nous a permis de développer un marché assez pérenne. Ici, on produit du film plastique ultra fin qui protège les aliments. En quelques années, la technologie a permis de produire des emballages de meilleure qualité, moins gourmands en matières premières. Ces films produits par Unipackaging permettent effectivement de valoriser et de véhiculer le produit, d'augmenter la date limite d'utilisation, puisqu'on va y adjoindre des qualités de barrières qui vont permettre à l'emballage de protéger durablement les produits. Grâce à la nouvelle technologie, certaines machines permettent l'impression digitale, beaucoup plus simple à mettre en œuvre et donc plus réactive face à une demande de plus en plus exigeante de la part des clients. On peut avoir des messages Facebook en temps réel ou pourquoi pas lors d'événements comme la Coupe du Monde de football, les JO, d'avoir sur son emballage le résultat du match qui s'est passé hier, parce que la réactivité de ce process est telle que la mise en marché est très très réduite. Les emballages que l'on va imprimer, vous allez les retrouver dans tous les rayons. Dans le rayon de la céréale, dans le rayon du sandwich, dans le rayon du jambon, dans le rayon du fromage. Il y en a énormément. Vous les avez déjà touchés parce que les grandes marques françaises ont déjà fait le pari du digital. Cette société espère une progression forte de ce type de demande. Elle est aujourd'hui leader en Europe sur l'impression digitale. 10 000 dons du sang sont nécessaires chaque jour en France pour que les réserves soient assurées. Alors pour inciter les Français à donner, l'établissement du sang organise tout au long de l'année des collectes mobiles. L'une d'elles s'appelle 100% Campus. C'est une opération nationale qui se déroule sur 23 sites universitaires français, dont La Roche-sur-Yon. L'objectif est de sensibiliser les jeunes pour qu'ils deviennent des donneurs réguliers. Le reportage de Marion Vigreux. Valentine est ce qu'on appelle une bonne élève. C'est la 4e fois qu'elle donne son sang. La journée de sensibilisation organisée sur le campus l'année dernière lui a permis de sauter le pas et de devenir une donneuse régulière. J'étais déjà convaincue, ça m'a juste permis de le faire plus facilement. Pour une première fois, c'est important d'être bien entouré, d'avoir des professionnels de santé qui soient agréables aussi, comme à chaque fois qu'il y a un don de sang de toute façon. Et puis on est avec des amis ou des connaissances, des gens qu'on a déjà vus, on est déjà plus rassurés. Et c'est là tout l'objectif de l'établissement français du sang, sensibiliser les jeunes pour faire de ce don un geste durable et non plus occasionnel. Aujourd'hui, seulement 4% des Français sont donneurs, alors que les besoins sont constants. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Et lorsqu'on est en bonne santé, le prélèvement peut se faire tout au long de la vie, et ce, dès 18 ans. Quand on est en bonne santé, on peut donner plus ou moins suivant le sexe. Les femmes peuvent donner 4 fois en 12 mois, c'est-à-dire entre le premier don et le 4e, une année.
12 mois. Et les hommes peuvent en faire 6. Avant le prélèvement, un entretien a lieu avec un médecin pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication pour le donneur comme pour le receveur. Environ 480 millilitres de sang sont prélevés. L'opération dure une vingtaine de minutes. Un repas est ensuite servi pour éviter tout malaise. Valentine, de son côté, est plus que jamais convaincue par ce geste. Si on veut faire avancer la science, aider les gens, c'est ce qui me paraît être un des gestes les plus simples à faire et les plus évidents. Pour cette seconde édition de 100% Campus, 160 jeunes ont fait un don, 65% étaient des primo-donneurs. La manifestation sera reconduite l'année prochaine. En attendant, les dons sont toujours possibles sur les sites de l'EFS. C'est décidément l'année de tous les records en voile. Après Thomas Coville qui a bouclé son tour du monde en solitaire et en multicoque en 40 jours, puis Armel Lecléache lors du Vendée Globe en 74 jours en solitaire et en monocoque. C'est au tour de Francis Joyon d'améliorer le record du trophée Jules Verne. Il est arrivé en effet ce jeudi matin avec son équipage au large d'Ouessant après 40 jours en mer. Le précédent record avait été établi par Loïc Perron en 45 jours. C'était en 2012. Le trophée Jules Verne est un défi qui récompense le plus rapide équipage qui a réalisé un tour du monde sans escale et sans assistance. Et puis toujours en sport, en football, le match du national Les Herbiers Lyon-Duchère qui était programmé ce vendredi est finalement reporté. La pelouse du stade Massabielle étant gelée, la ville des Herbiers a publié un arrêté municipal pour interdire les matchs sur les pelouses de la commune. Les Herbiers qui par ailleurs, je vous le rappelle, accueillent Guingamp mercredi prochain pour les 16e de finale de la Coupe de France. Un match qui se jouera à guichet fermé. Les dernières places se sont écoulées mercredi soir. Suite et fin à présent de notre série sur les Vendéens qui ont marqué l'année 2016. Je vous le disais en titre, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'histoire de Fabien Crépeau, ce jeune homme de 31 ans dont la vie a basculé le 27 octobre 2014. Ce jour-là, il apprend qu'il est atteint d'une leucémie aiguë myéloïde, mais pas question pour Fabien de baisser les bras. Et en 2016, une grande chaîne de solidarité va alors se mettre en place. Apolline Laurent revient pour nous sur le combat touchant de ce père de famille. Dans ces dizaines d'enveloppes et de coupures de journaux, c'est toute l'année 2016 de Fabien Crépeau qui se lit. Atteint d'une leucémie aiguë myéloïde, il a ému les Vendéens et plus généralement les Français avec son histoire. Les gens, ils me tutoyaient, salut Fabien, content pour ton combat, continue à te battre, ça va aller, etc. Donc comme si je les connaissais depuis toujours. Et ça faisait sourire. Ouais. C'est vrai que ça faisait du bien au moral. Ouais. Car pendant 2 ans, Fabien et sa femme Amandine se sont battus contre la leucémie. Après plusieurs échecs de traitement en France, Fabien découvre l'existence d'une dernière chance de guérison aux États-Unis. Seul problème, le traitement coûte 750 000 €. C'est alors qu'ils décident de raconter leur histoire sur un blog et d'appeler à la générosité. Une étape difficile pour ce jeune couple assez pudique. Étaler sa vie privée sur Internet, c'était pas évident. Dans le contexte de la maladie, ça l'était encore moins. Au fil du temps, on a appris à apprécier les messages des gens, le soutien des gens. Et du coup, je pense que le blog, au final, il nous a vraiment servi pour tenir bon déjà, et puis aussi pour passer un message, je dirais, d'espoir, en disant que si, même quand on est au fond du trou, il ne faut rien lâcher, il faut toujours se battre. D'avoir lancé cet appel aux dons, je pense que grâce à ça, c'est pour ça que Fabien est encore là, quoi. Il n'y aurait pas eu cette chance, je pense que c'est le moral qui joue, hein. Je pense qu'il serait laissé un petit peu partir, quoi. Donc je me dis que ça a servi. Grâce aux dons, le couple a collecté 500 000 € qui n'ont pas été utilisés puisqu'entre-temps, Fabien a reçu une deuxième greffe de moelle osseuse à Nantes qui a fonctionné. Depuis novembre dernier, il est donc en rémission et a pu rentrer chez lui. Toujours très surveillé par les médecins, il reprend néanmoins une vie normale et se retrouve sur la voie de la guérison. S'il n'y a pas eu de signe de la maladie pendant 5 ans, vous êtes guéri. Si jamais la maladie revenait, c'est une nouvelle maladie. C'était 2 ans très, 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 très difficiles. On a vécu des moments vraiment durs. Et donc, les projets, il y en a, certes, mais voilà, pour l'instant, on vit plus au jour le jour. Ouais. La première victoire pour Fabien sera de reprendre le chemin du travail, de retrouver ses loisirs, le vélo et le foot. L'argent de l'appel aux dons est conservé pendant les 5 ans de rémission. Et si Fabien ne les utilise pas pour se soigner, il sera reversé à l'association Leucémie Espoir. À plus long terme, le couple espère aussi pouvoir agrandir la famille et offrir au petit Maë un petit frère ou une petite sœur.
Comme chaque jour avant de se quitter, on jette un coup d'œil aux prévisions météo. Ce vendredi, le temps se gâte, en particulier le long du littoral où quelques gouttes de pluie sont attendues. Une petite perturbation accompagnée d'une hausse du mercure. Le matin, il fera de 5 à 9 degrés. Dans un instant, Fanny Poirier vous détaille bien sûr ses prévisions. Et les programmes continuent sur TV Vendée. Dans la grande émission, ce vendredi, Adèle Fugère reçoit François Potier, journaliste d'investigation vendéen, aujourd'hui installé à La Réunion, qui a coécrit Sous le feu corse, une bande dessinée qui revient sur l'affaire des paillotes corses. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.